Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour le 20h de ce 20 septembre. Les titres. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, en première ligne ce jeudi au département d'État américain. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara, enchaîne les rencontres à Washington. Une délégation de l'Ordre de Malte est en Côte d'Ivoire pour la consécration de la chapelle de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé. Elle a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est question pour ce pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Coopération Côte d'Ivoire-Ghana, tracée de la frontière commune entre les deux pays à l'issue de la troisième rencontre relative à la mise en œuvre de la décision du tribunal international du droit de la mer. La carte de la frontière maritime a été signée. Des précisions dans ce journal. Et puis les élections présidentielles en Tunisie, après le premier tour, l'heure est aux négociations. Le candidat conservateur Kaïs Saïed accumule les ralliements, dont celui du mouvement Ennahda. Bonsoir à tous. L'offensive diplomatique pour le cacao ivoirien se poursuit à Washington, D.C. La délégation ivoirienne, avec à sa tête la première dame Dominique Ouattara, était ce jeudi au département d'État américain. Elle a été reçue par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Alexis Ouadraogo. À Washington, la première dame de Côte d'Ivoire poursuit son plaidoyer pour le cacao ivoirien. Jeudi, elle a présenté les efforts du pays dans la lutte contre le travail des enfants et sollicité le soutien du sous-secrétaire d'État aux affaires africaines face à la menace éventuelle d'un embargo. Tibor Nagui s'est félicité de cette mission d'explication et de sensibilisation. Il n'a pas manqué de saluer l'important travail réalisé par les autorités ivoiriennes pour lutter contre ce fléau. Et c'était une réunion très intéressante. Nous lui avons expliqué tout ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Ils étaient déjà très informés et ils nous ont très bien reçus. Concernant le problème de l'embargo, ils ont promis de nous aider et l'entretien s'est très bien passé. Autre lieu, autre audience, cette fois avec le congressman Elliot Angel, l'un des initiateurs du célèbre protocole Harking et Angel qui vise à réduire les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture d'ici 2020. La Côte d'Ivoire et le Ghana en sont signataires. Il était important de recueillir ses avis et ses conseils sur ce sujet et son avis sur la question qui est l'objet de notre mission aujourd'hui. Il nous a assuré de son soutien et nous avons été très heureux de nous revoir. Notons que la première dame de Côte d'Ivoire est accompagnée durant cette mission du secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Achi, du chef de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire à Washington, Aïdara Mamadou, et de la secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Amadou Bakayoko. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Avec vous, nous allons parler des 2 coupures d'électricité survenues hier jeudi, et cela sur l'ensemble du territoire ivoirien. Mais avant, nous allons voir un sujet de Grace Kando, où elle a tendu son micro aux populations. Coupure d'électricité rime parfois avec des désagréments. Ici, dans ce salon de coiffure, clients et propriétaires se plaignent. On était sur la tête d'une cliente lorsqu'on bouclait et puis le courant s'est coupé. On a perdu beaucoup de clientes à cause du courant. On n'a pas pu avoir notre recette d'hier. Souvent c'est comme ça. Ça se coupe, ça vient, ça va, ça nous pénalise. J'étais au salon quand il y a eu la coupure du courant. Elle avait pratiquement fini, il restait à mettre les plis. Et dès qu'elle a soulevé le babyliss, le courant s'est coupé. J'ai patienté pratiquement 30 minutes. Bon, il n'y avait toujours pas de courant. Je devais même faire mes cheveux pour me rendre à un atelier à Bataille aussi. Ils m'ont appelé de là-bas pour me dire que ce n'est pas la peine de venir parce que depuis 11 heures, ils n'ont plus de courant. Donc, finalement, la journée d'hier a été un chaos pour nous tous. Non loin de ce salon de coiffure, un atelier de couture. Faute d'électricité, les rendez-vous n'ont pu être respectés. Les clients sont fâchés. Pourtant, ce n'est pas notre faute aussi. C'est les coupés de courant qui a fait qu'on n'a pas pu respecter notre rendez-vous. Il y avait beaucoup de commandes à livrer, mais on n'a pas pu respecter. Il y a plein de travail à faire, mais si on coupe, on est obligé de s'asseoir pour attendre. Mais ça met du temps aussi avant que le courant vienne.
Comme on le voit, les activités ont été affectées diversement, aussi bien dans les ménages que sur les lieux de travail. Je le rappelle, nous sommes avec le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Alors, Monsieur Bakayoko, il y a eu des coupures d'électricité hier en Côte d'Ivoire, 2 au total. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce jeudi 19 septembre, 2 incidents se sont produits qui ont entraîné l'arrêt de la fourniture de l'électricité. Donc, cet arrêt est causé d'une part par un incident sur la ligne à haute tension reliant Soubré à Buyot, et d'autre part par des perturbations sur certains ouvrages importants de production de l'électricité. Dès que cet incident est survenu, l'ensemble des équipes du secteur s'est mobilisé afin de pouvoir mettre en œuvre tous les protocoles prévus dans ce type de situation pour rétablir le plus rapidement possible la fourniture de l'électricité. À 7 heures, la situation est redevenue normale sur l'ensemble du territoire. Donc la CIE ainsi que les autorités de tutelle et l'ensemble des producteurs indépendants ont procédé à l'analyse minutieuse des causes et des circonstances qui ont généré cet incident afin de pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures pour maintenir la couverture de l'électricité. Je voudrais m'excuser auprès de l'ensemble de la population ivoirienne pour l'ensemble des désagréments causés par cet incident. Alors, vous avez parlé de solutions. Après la rupture de la matinée, il avait été dit que le rétablissement est progressif et que le problème serait réglé définitivement. Mais en soirée, on a constaté une deuxième rupture. Est-ce qu'il faut craindre que cela se reproduise à nouveau, par exemple, ce soir ou même demain? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire et acheminer l'électricité aux Ivoiriens sur tout le territoire, nous exploitons une infrastructure de grande envergure. Cette infrastructure est également utilisée par certains producteurs indépendants, par certains fournisseurs de gaz, et nous faisons le lien entre ces acteurs et les Ivoiriens, à travers un réseau d'acheminement de plus de 50 000 km. Donc, des incidents peuvent se produire sur une infrastructure de cette taille, mais notre engagement au quotidien, c'est de prendre en charge le plus rapidement possible ces incidents pour que leur impact soit mineur ou nul pour les Ivoiriens. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu la conjugaison de plusieurs incidents dans un délai très court. Donc c'est un événement rare qui malheureusement à ce moment-là a un impact majeur sur la fourniture d'électricité comme ça a été le cas hier. Mais encore une fois, nous mettons vraiment tout en œuvre, nous nous mobilisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de maintenir l'état normal actuel de fourniture du réseau électrique. Vous parlez d'incidents rares, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre pour les jours à venir. Ça veut dire que nous avons mis tout en œuvre pour que, effectivement, plus nous ne puissions pas avoir d'incidents de ce type qui puissent se mettre en place. Mais comme je l'ai dit, nous avons une infrastructure de très grande taille et nous tirons les leçons à chaque fois qu'il y a des incidents de ce type. Ça fait quelques années qu'on n'en a pas eu. Il y a eu là des phénomènes particuliers que nous avons immédiatement corrigés et donc nous sommes mobilisés et engagés pour que cela ne se reproduise plus. Alors vous parliez d'incidences en général, mais est-ce que des informations vous ont été remontées sur des conséquences particulières que ces coupures ont eues sur le quotidien des populations? Alors il faut savoir que l'incident de l'après-midi a impacté la ville d'Abidjan ainsi qu'une dizaine de départements. Par contre, l'incident du soir a touché tous les départements. Donc effectivement, cela a impacté d'autres services, comme par exemple la fourniture d'eau, qui effectivement dans certains quartiers a été perturbée parce que pour produire l'eau dans certains endroits, il faut de l'énergie électrique. Donc la situation est en train d'être à ce niveau-là corrigée. Je sais que hier soir, il y avait déjà plus de la moitié des infrastructures qui étaient déjà revenues en fonctionnement normal et cela se poursuit aujourd'hui. Merci, M. Amadou Bakayoko. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors, nous échangeons à l'instant avec le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. L'Ordre de Malte, association reconnue d'utilité publique, a une délégation en Côte d'Ivoire. En marge de la consécration de la chapelle de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé, la délégation a été reçue par le Premier ministre Amadou Koulibaly. Le reportage est signé Kolo Koulibaly. Une délégation de l'Ordre souverain de Malte chez le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le chef du gouvernement et ses hôtes ont parlé de la coopération dans le domaine de la santé. L'Ordre de Malte a doté l'hôpital Saint-Jean-Bodo de Tiasalé d'une chapelle dont la consécration vient d'être faite. L'hôpital, ce n'est pas que des murs. L'hôpital, c'est aussi des soins. L'hôpital, c'est aussi de la compassion. C'est de la présence auprès de la personne qui souffre. C'est aussi un cadre de travail pour les personnels soignants. C'est aussi l'excellence. Nous venons de signer une convention avec le ministère de la Santé pour pouvoir continuer ce type de projet
surtout dans le cadre de la formation, et le Premier ministre a été très ferme dans ses intentions, dans l'année de la solidarité qui a été mise en place par le Président de la République, eh bien, de faire en sorte que nous puissions, sous une forme de partenariat, bien sûr, fidèle dans la durée, eh bien, être des acteurs pour que les populations puissent avoir les meilleurs soins, puisque nous serons aussi formateurs pour les personnels. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé, inauguré par le président Alassane Ouattara il y a 4 ans. La chapelle et le pôle mère-enfant marquent la fin de la réalisation de ce projet. La délégation de l'Ordre de Malte s'est réjouie de l'excellence des relations entretenues avec la Côte d'Ivoire. Développement durable, préservation de l'environnement, le projet RED+ de la ME œuvre depuis 3 années à la reconstitution du couvert forestier dans la région. Et à ce stade, quel est l'état d'implication des populations de Diasson, d'Adzopé et d'Aféry? Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu sur place pour avoir la réponse. Serge Coléa. Diasson, Adzopé, Aféry, 3 localités de la ME, bénéficiaires du projet RED+, un programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts soutenu par l'Agence française de développement. La Côte d'Ivoire est quand même assez marquée par une déforestation assez importante. L'idée, c'est de monter un pilote pour mettre en place des mécanismes de mise en œuvre d'opérations qui puissent empêcher cette déforestation massive. Il s'agit en d'autres termes de production du cacao bio sans déforestation, de fumage de poissons à l'aide de fours améliorés et de la production de biocharbon avec des cabosses de cacao pour promouvoir des sources d'énergie autres que le bois de chauffe. La déforestation est une des premières causes même des changements climatiques. Donc ce que nous utilisons, c'est 0 bois. Ça c'est d'un. De l'autre, il est encore moins cher que le charbon de bois. Avec ces fours améliorés, on peut, avec 300 francs d'écorce, fumer 100 kg de poisson. Ce sont des fours donc écologiques et qui permettent d'utiliser peu de bois tout en respectant les normes sanitaires. Près de 3 ans après le début du PRM, le projet RED+ de la ME, le ministre de l'Environnement et du Développement durable est sur le terrain. Après quelques heures passées sur les différents sites pilotes, le professeur Seka Seka a pu se faire une idée de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Il était bon que nous puissions venir regarder, observer de visu les réalisations qui ont été mises en place pour nous rendre compte des difficultés rencontrées par les populations dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Deuxièmement, pour minimiser ces difficultés, recadrer les choses, mais aussi noter les impacts positifs et les bonifier pour que nos populations puissent, à travers ce projet RED+, améliorer leurs conditions de vie. Prévu pour s'achever au mois de décembre 2019, le projet RED+ de la ME sera prolongé sur quelques mois. Il va ensuite s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. On quitte l'Amé pour la région du Nzikomoé dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Le manioc, l'une des principales composantes de l'alimentation dans le pays, connaît un regain d'intérêt auprès des agriculteurs de cette région, jadis capitale de la boucle du cacao. Un choix qui génère de nouvelles sources de revenus, principalement pour les femmes. Jean-Luc Mangbo. Chant et danse pour s'encourager à la tâche. Un rituel qu'observent ces femmes quotidiennement lors de leurs travaux champêtres à Aserekro dans le département de Dembokro. Organisées en coopérative agricole, elles ont choisi le manioc comme produit. Julie Koné est la présidente de cette coopérative. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire consomme le manioc, même à l'extérieur. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé de faire le manioc. La région est assez grande quand même, on ne peut pas taper notre poitrine, mais on fait partie quand même de ces personnes-là qui cultivent le manioc, qui arrivent à nourrir quand même la région. Le manioc comme principal denrée de consommation, mais également et surtout comme moyen de subsistance pour ces femmes à Dimbokro. Jadis boucle du cacao, l'actuelle région d'Inzi revendique une autre appellation, celle de la boucle du manioc. 25 hectares, c'est la superficie que cultivent actuellement ces femmes. Leur production peut atteindre les 625 tonnes de manioc.
de quoi nourrir toute la région et même au-delà. Une productivité qui ne va pas sans conséquences. Pour écouler, c'est un peu difficile parce que d'abord, même pour faire sortir le manioc, c'est difficile à cause des voiries. Et quand on se débrouille pour faire sortir jusqu'au marché, par moment, quand on arrive, il y en a tellement que les mamans qui sont au marché abusent un peu de nous. Donc, on souhaiterait avoir d'autres partenaires dans d'autres pays, à Abidjan et partout, pour pouvoir évacuer nos produits. La commercialisation de leur production n'est pas le seul problème que rencontrent ces femmes à Dimbokro. On a besoin de beaucoup de matériel, même très récent, parce que la machette, c'est un peu archaïque. Aujourd'hui, on a besoin de nos paumes pour faire d'autres choses. Et on a besoin aussi, comment on appelle ça, des machines pour pouvoir travailler comme se doit, pour pouvoir produire même en grande quantité. Parce qu'ici, il y a la parcelle, mais les moyens font qu'on est obligé de réduire notre quantité puisqu'on n'a pas assez de moyens. Des moyens et de l'encadrement pour une meilleure autonomisation, c'est ce que recherchent ces femmes. Comme cette société agricole qui met gracieusement à leur disposition l'espace pour cultiver le manioc, plusieurs autres initiatives privées sont engagées pour mieux faire porter à Dimbokro son nom de boucle du manioc. Le Premier ministre du Cameroun a présidé l'ouverture de la 42e session du Conseil d'administration du Centre régional africain de l'administration du travail. Une session axée sur la redynamisation de cette institution sous-régionale. Elle compte 18 pays dont la Côte d'Ivoire et rencontre d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Mamadou Kwasi. La redynamisation du CRADAT, Centre régional africain de l'administration du travail, est au cœur de la 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution. Les pays membres du système de formation panafricain veulent lui donner un nouveau souffle face aux défis actuels qui s'imposent au monde du travail. Le président du conseil d'administration du CRADAT, l'Ivoirien Pascal Kwaku Abina, a saisi la tribune pour lancer un appel à ses pairs, ministres du Travail de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à plus d'engagement pour faire du CRADAT une école de référence. Se doter d'une administration du travail moderne et outillée, c'est prendre une option certaine sur le préalable incontournable que la préservation de la paix sociale. Pour parvenir à faire du CRADAT cet outil précieux dont nos administrations ont tant besoin, il nous faut redoubler d'efforts afin de lui donner les moyens de sa politique. En effet, le centre est depuis de longues années confronté à diverses difficultés financières qui ne lui permettent pas d'atteindre pleinement les objectifs qui lui sont assignés. Le Premier ministre du Cameroun s'est félicité des efforts de son pays pour la survie de l'institution. Il rassure les 18 pays membres de l'engagement du Cameroun à offrir un cadre de formation de qualité pour le bien-être des travailleurs africains. Il est impératif que les garants du respect de la législation du travail, que sont les administrateurs du travail, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, les institutions représentatives du personnel, soient suffisamment outillés pour exercer convenablement leur mission de régulation sociale dans les organisations et à tous les niveaux du secteur socio-économique. Cette 42e session ordinaire du conseil d'administration sera consacrée essentiellement à la révision du statut du CRADAT, du curriculum de formation et à la politique de financement de ce centre basé à Yaoundé au Cameroun. Voilà maintenant 3 semaines qu'un incendie a ravagé une partie du marché de Bouaké, la capitale de Gbeke. Les ministres Souleymane Diarra du Commerce et Amadou Koné des Transports se sont rendus sur place afin d'apporter la compassion du gouvernement aux commerçants sinistrés. Kader Sogodogo. Entrée sud de Bouaké, le ministre du Commerce et de l'Industrie signe son arrivée. C'est en compagnie du ministre des Transports qu'il est reçu à la préfecture de Bouaké. Le 27 août 2019, sous le coup de 2 heures du matin, un incendie ravageur avait plongé dans le désarroi de nombreux commerçants d'oignons et de poissons séchés. Sensible à cette épreuve, le gouvernement vient pour apporter ainsi sa compassion et toute sa solidarité aux commerçants de Bouaké. Une visite du marché incendié a permis de voir les efforts consentis par les commerçants eux-mêmes. On a fait les efforts. On a vraiment la possibilité de prendre des crédits rapidement, en moins d'une semaine, 2 semaines, et puis pouvoir reconstruire rapidement. De quoi réjouir les émissaires du gouvernement. Heureux de constater qu'eux-mêmes se sont organisés grâce aux structures de financement qui sont disponibles pour rebâtir leur espace de travail.
c'est encouragé. Au centre culturel Jakaka, où la délégation était attendue par les commerçants, les bonnes nouvelles se sont succédées. Le chef de l'État a déjà pris les dispositions pour la construction d'un nouveau marché central ici à Bouaké. Les fonds sont déjà disponibles, donc quelques études sont en train d'être finalisées. Et normalement, selon le calendrier qui nous a été communiqué par les parties prenantes, avant la fin de l'année, les travaux du nouveau marché central de Bouaké seront lancés. Au cours du mois d'octobre prochain, je viendrai moi-même ici à Bouaké pour installer le nouveau conseil d'administration et annoncer également la mise en œuvre des travaux de réhabilitation du marché de gros dans le cadre du programme global de restructuration de 22 milliards de francs CFA sur 10 ans. Nous bénéficions d'un financement de la Banque mondiale de 900 millions. Avant de prendre congé des commerçants, le ministre Souleymane Diarra-Souba a remis un important don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 20 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. La CGC Academy, le rendez-vous des patrons, change de date. L'édition 2019 va se tenir du 14 au 15 octobre prochain. Un changement de date expliqué au cours d'une conférence de presse par les responsables de la CGC. Le reportage de Noël Niagno. La CGC Academy, la tribune d'information, d'échange et de débat sur la marche des entreprises pour leur expansion de la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, initialement prévue pour se tenir les 17 et 18 octobre, est avancée de 3 jours. Les nouvelles dates, les 14 et 15 octobre. Cette année, contrairement aux affiches qui sont actuellement dans la ville, la CGC Academy se déroulera le lundi 14 et le mardi 15 octobre. La bonne nouvelle de ce jour, c'est de vous informer officiellement que le président Paul Kagame a accepté d'être présent à la CGC Academy de 2019. 48 heures durant, les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire et leurs invités d'Afrique et d'ailleurs auront à échanger sur environnement des affaires, quel modèle pour le développement des entreprises en Afrique. Penser un environnement des affaires adapté à l'Afrique, c'est prendre en compte toutes les contraintes, toutes les difficultés de l'émergence d'un tissu d'entreprise locale. Ce n'est pas dire faire du droit d'entreprise pour l'Afrique, non. C'est de dire quel environnement le plus optimal on peut mettre en œuvre compte tenu du contexte de nos entreprises, compte tenu de la compétition internationale et compte tenu de la réalité sur le terrain. Née en 2012, la CGC Academy est à sa 8e édition avec environ 6 000 participants attendus par les organisateurs contre 4 500 en 2018. Coopération Côte d'Ivoire-Ghana, la carte de la frontière maritime commune a été signée grâce notamment à la 3e rencontre relative à la mise en œuvre de la décision du tribunal international du droit de la mer. Une rencontre qui a également permis l'analyse de l'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes et de ressources d'hydrocarbures et autres ressources naturelles frontalières. Alexis Ouedraogo. Parties ivoiriennes et ghanéennes viennent de définir sur une carte la limite de leurs frontières maritimes dans l'océan Atlantique, s'appuyant sur les coordonnées choisies et édictées par le tribunal international du droit de la mer. Nous avons signé aujourd'hui la carte qui délimite l'espace maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comme vous savez, les points que nous avons marqués sur la carte sont des points qui ont été donnés par le tribunal international du droit de la mer. Mais relier ces points est le fait du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est donc le Ghana et la Côte d'Ivoire qui viennent aujourd'hui de délimiter l'océan Atlantique qui nous lie. Conduite par son ministre d'État Yao Safo Maafo, la délégation ghanéenne a salué les avancées enregistrées au cours de cette 3e rencontre de travail. Nous sommes ravis car nous avons pu signer les cartes de la frontière maritime entre nos deux pays relativement à la décision du TIDM. Donc nous sommes très ravis. Nous savons que cela va nous permettre de poursuivre nos échanges pour des travaux futurs. Outre la signature de la carte de la frontière maritime commune, la rencontre a permis de procéder à l'analyse de l'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes et de ressources d'hydrocarbures, ainsi qu'autres ressources naturelles frontalières.
Le Ghana et la Côte d'Ivoire peuvent produire du gaz que nous pourrons partager au niveau de nos frontières communes. Les experts vont se rendre à Abidjan et également à Accra pour voir comment nous pouvons rendre ce projet faisable. Les deux pays entendent bien saisir ces accords pour renforcer les liens circulaires entre les deux peuples et pousser plus loin la coopération. La journée internationale de la paix sera célébrée demain 21 septembre. Juste avant cette date symbolique et importante, les femmes des organisations membres du réseau Paix et Sécurité de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire, se sont réunies. Le point de Lydie Sadia et Gabriel Zani. Des femmes lancent un appel à la paix destiné aux femmes elles-mêmes et surtout aux leaders politiques. Un livre blanc, une pétition en faveur de la paix seront bientôt ouverts pour y consigner des signatures, signes d'engagement et de responsabilité de chacun. Nous allons aller commune par commune et dans les communes, nous allons rencontrer les jeunes et les femmes par groupe et nous allons parler de paix. Nous allons également parler de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité pour dire aux gens que nous avons intérêt à aller à la paix pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Le réseau est soutenu par le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et WANEP Côte d'Ivoire. De reste parti, le groupe de travail et le WANEP Côte d'Ivoire s'engagent avec foi et détermination à préserver la paix, la cohésion sociale et la solidarité nationale par tous les moyens légaux et sans esprit de recul. Des actions d'envergure sont attendues, notamment des tournées de sensibilisation à travers tout le pays. Le ministère de tutelle appuie ce réseau d'alliances féminines pour la paix. Il est heureux de voir les femmes ici rassemblées pour exprimer toute leur adhésion aux valeurs de paix, en faveur de la démocratie et surtout pour les objectifs d'émergence. Nous devons conjuguer nos efforts, chaque fois un peu plus, pour consolider la paix, l'entente et la concorde. La journée internationale de la paix sera célébrée le 21 septembre. Dans le monde de la presse, le nouveau président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, est officiellement installé. Il prend la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire à la suite de Moussa Traoré. Lors de la double cérémonie de passation des charges et d'investiture, la nouvelle équipe s'est engagée à travailler pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Le ministre Jean-Claude Kouassi a encouragé les professionnels de l'information à plus de rigueur dans le traitement de l'actualité. Une page culture, le mythique groupe antillais Kassav célèbre ses 40 années de présence scénique. Pour l'occasion, Jacob Desvarieux et ses compères ont posé valises et micros sur les bords de la lagune Ébrié. Ils donnent aujourd'hui et demain 2 concerts à Abidjan. Avant ces 2 dates symboliques, ils ont été élevés au rang de citoyens d'honneur par le premier magistrat de la commune de Cocody, Noussangaré et Franck Quadio. Des titres et des tubes qui ont bercé bien de jeunesse, le célèbre Siwo en l'occurrence, avec la délicieuse Jocelyne Biroir, Jean-Philippe Martini, Georges Adessimus et les autres. Jacob Desvarieux et ses acolytes posent leurs valises sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan pour un spectacle inédit, histoire de communier avec le public ivoirien. Nous leur disons félicitations. Nous sommes heureux de les recevoir ici dans la commune de Cocody parce que c'est quand même un groupe international et universel. C'est un plaisir pour nous de les avoir après leur premier passage en 1985. Kassav est vraiment extrêmement touché d'être reçu ici aujourd'hui et honoré de la sorte. Merci beaucoup. Le groupe Kassav offrira à partir de ce vendredi 20 septembre un spectacle qu'il veut haut en couleur et en sonorité musicale. 2 dates donc, le vendredi 20 septembre et le samedi 21, d'abord au Sofitel Hôtel Ivoire, puis au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny pour communier avec les fans de tout âge et de tout horizon.
L'actualité internationale pour terminer, élection présidentielle en Tunisie. Après le premier tour, l'heure est aux alliances. Le mouvement Ennahda appelle à voter Kaïs Saïed, le candidat conservateur qui se dispute l'affiche avec Nabil Karaoui, toujours inséré pour fraude fiscale. Les deux hommes quasiment inconnus du paysage politique tunisien ont créé la surprise dimanche en se hissant au second tour du scrutin, avec 18,4% remportés par Kaïs Saïed et 15,6% par Nabil Karaoui. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine sur RTI 1. Retrouvez à 23h Kolo Koulibaly, demain 13h Hamza Diaby et à 20h Marie-Laure Gorin. Bonsoir.